Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast, un podcast consacré au monde de YouTube et tout particulièrement au vlog famille. C'est un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois en live ou en vidéo ou quoi que ce soit, mais là je vais aller peut-être un peu plus dans le détail et essayer d'analyser avec vous les tendances des vlogs famille, des vlogs YouTube où les familles vloguent leur quotidien comme moi je le fais, bien évidemment. C'est pour ça que c'est un petit peu cocasse que je fasse ce genre de facecam, parce qu'en fait je parle de mon propre cas. Voilà, je vais parler de mon propre cas, sans aller plus loin ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est assez... je trouve que c'est assez pertinent. Je pense que j'ai suffisamment d'expérience, pas en tant que spectateur, parce que je suis pas aficionados des vlogs, à part des trucs de voyage et tout ça, mais en tant que créateur et en tant que utilisateur de la plateforme, et peut-être j'ai une vision un peu différente de vous des choses et une analyse peut-être un peu plus lointaine ou plus comment dire, plus construite, je sais pas. Je pense que mon expérience sur les réseaux sociaux depuis 2015-2016, en tout cas sur YouTube, me permet d'avoir de quoi dire des choses, d'avoir de matière à commenter et matière à réagir vis-à-vis des vlogs famille. Donc les vlogs famille, c'est une tendance qui est arrivée des États-Unis vers 2015-2016, où en France, il y a eu de plus en plus de chaînes YouTube qui se sont ouvertes avec le thème du vlog famille. Alors le vlog famille, c'est quoi ? Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est quand la maman des enfants a voulu en faire que j'ai découvert un petit peu que ça existait. C'est le principe de filmer son quotidien, un quotidien qui est banal en soi, voilà, un truc un peu homemade, fait maison, et de partager ça avec une communauté vis-à-vis de ce qu'on vit tous les jours. Donc chaque chaîne a sa propre patte de vlog famille. Donc il y a des vlogs famille qui sont à Paris, il y en a qui sont dans les îles, il y en a qui font des voyages, il y en a qui sont familles nombreuses, comme nous actuellement, famille recomposée, tout ça. Et tout ça, en fait, a fait que les spectateurs sur YouTube se sont retrouvés avec plein de chaînes YouTube qu'ils pouvaient regarder quotidiennement et suivre comme ça le quotidien, comme on le faisait avec la télé-réalité, qui est encore actuelle, avec les ch'tis, les machins. Mais il y avait je trouve cette image d'artisanat, de fait maison, de réalité. On sortait un petit peu du quotidien que nous voyions à la télé avec les émissions de télé-réalité très scénarisées, très orchestrées, avec des personnalités qui ont été choisies pour leur physique ou ont choisi pour leur particularité ou leur possibilité de faire des scandales et tout ça. Et on avait comme ça sur YouTube à disposition un contenu qui était quand même beaucoup plus frais, beaucoup plus naturel, où les gens pouvaient suivre un quotidien qui pouvait ressembler à leur quotidien, ou des gens qui pouvaient ressembler à leur propre personne, ou des enfants, parce que c'est souvent des vlogs famille, c'est des enfants forcément, qui pouvaient faire des bêtises, ou avoir des réactions, ou des comportements qui correspondaient au comportement des enfants qui regardaient ce genre de vidéos. Le problème sur les vlogs famille, c'est que ça n'a pas, comme tous les sujets sur YouTube et comme toutes les tendances sur YouTube, ça n'a pas dérogé à la règle et ça a subi du coup les tendances les modes, j'ai envie de dire, de visionnage des spectateurs. Donc, comme le paranormal, les vlogs famille en fait ont eu leur apogée 2016, 2017, 2018, où les chaînes YouTube concernant des vlogs famille ont explosé en nombre d'abonnés, en nombre de vues. C'était extrêmement mis en avant par YouTube avec des tendances très souvent sur ce genre de vidéos. Et ensuite, petit à petit, depuis 2018-2019, il y a eu une baisse significative de la fréquentation de ces chaînes famille sur les vidéos YouTube. Donc les gens ont commencé à se désintéresser, ont commencé à regarder d'autres contenus et délaisser comme ça les familles vlogueuses qui pourtant auparavant leur plaisaient tant et leur donnaient beaucoup de divertissement et de satisfaction à les regarder et à les suivre absolument tous les jours. Alors, il y en a qui faisaient tous les jours, tous les 2 jours, etc. Mais en général, c'était quand même plusieurs fois par semaine. Et c'est là où je veux en venir avec ce podcast, c'est de pouvoir analyser un petit peu pourquoi il y a eu cette chute de ces chaînes YouTube famille. Donc j'appelle ça une chute parce que voilà, j'ai récupéré quelques chaînes famille que je connaissais de l'époque. Il y a Eliro, Journal du Maman, Allo Maman et Baby Chou Family. Mes propos ne sont absolument pas discriminants, diffamatoires ou quoi que ce soit. Je fais juste un état de la réalité des spectateurs sur YouTube. Voilà, comme moi je suis aussi concerné par cette chute de vues qui est pour moi en fait explicable par plusieurs éléments. Le premier élément, comme je vous l'ai dit, c'est le fait que sur YouTube, il y ait des tendances, des modes. Les gens se lassent, les gens vont regarder un certain contenu pendant un petit moment, et après vont passer sur un autre contenu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a des tendances, il y a des modes, comme partout, comme à la télé, comme dans la vie de tous les jours, au magasin, aux fringues et tout ça. Il y a eu la mode des vlogs famille, et maintenant il y a une mode d'autres types de vidéos. Là, en ce moment, on est plus sur les vidéos entertainment, divertissement, donc McFly et Carlito,
tous ces trucs-là, Thibaut InShape et tout, moi je regarde pas, mais je le vois bien que c'est de ça on parle énormément en ce moment. 2016, 2015, 2016, 2017, énormément d'articles de presse sur les mamans vlogueuses, sur les familles vlogs, sur les choses comme ça, énormément d'intérêt par YouTube, énormément d'intérêt par les marques, les partenariats, etc. C'était vraiment... ça avait le vent en poupe. Et maintenant, si tu regardes un peu les sujets d'actualité sur les réseaux sociaux pour les chaînes YouTube et tout, on est plus dans le divertissement et tout. On est vraiment sorti de cette mode-là. Alors, est-ce que le changement de mode peut expliquer une chute des vues ? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça peut expliquer la chute des vues. Surtout qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en 2018-2019, des lois qui sont sorties, des prises de position de YouTube vis-à-vis de l'affichage des enfants dans les vlogs. Il y a eu aussi la suppression des commentaires pour beaucoup de chaînes de vlogs pour éviter justement l'apparition de commentaires désobligeants vers les enfants, des choses comme ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de chaînes YouTube de vlogs qui ne modéraient pas les commentaires et je pense que YouTube a dû prendre les choses en main pour faire le nécessaire et éviter ce genre de dérive parce que lui, YouTube, tout ce qu'il veut faire, c'est de l'argent. Hein. C'est Google, c'est YouTube, ils veulent faire de la thune. Après, le reste, eux, ils font du damage control constant avec les scandales qui sortent à droite à gauche, comme PewDiePie avec ses histoires de vidéos où il a payé des gens pour faire le salut du moustachu, je vais dire ça, pour pas me faire démonétiser, ou des trucs comme ça. Voilà, YouTube est tout le temps dans le damage control et tout le temps, en fait, dans son intérêt financier de gagner de l'argent et de prendre le moins de risques possible. Donc, il y a eu cette suppression des commentaires. Ça avait fait grand débat. Moi, j'avais donné mon avis, mon opinion sur pourquoi certaines chaînes en étaient dispensées, pourquoi d'autres étaient touchés par cette suppression des commentaires. Moi, j'ai pas été touché par ça. Après, je modère énormément mes commentaires, je les regarde, je les like, et je pense que YouTube, dans son algorithme, doit identifier justement les chaînes qui modèrent les commentaires et moins s'y intéresser que les chaînes qui ont beaucoup de commentaires qui ne sont pas modérés et prendre la décision de supprimer les commentaires. Enfin bref, tout ça, on peut avoir plein d'idées et plein d'opinions différentes. Le problème avec YouTube, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien, c'est que l'algorithme, on le connaît pas parfaitement, on ne sait pas comment il fonctionne, et souvent on est un peu dans le flou, et je pense pas qu'on tape tout le temps dans le vrai quand on estime comment ça fonctionne. Bref, il y a donc ces scandales et ces prises de position de YouTube qui ont fait que les chaînes de vlog ont été de moins en moins mises en avant parce que c'était un risque pour YouTube d'attirer encore plus les foudres vis-à-vis de l'exposition des enfants, etc. Donc ça, c'est un deuxième point que je trouve intéressant à discuter. Il y a eu ensuite les scandales YouTube, où il y a des chaînes de vlogs. Là, par exemple, il y a un article d'une star de YouTube qui a partagé une vidéo où en fait, elle demande à son fils de pleurer devant la caméra en lui expliquant comment il faut convaincre les gens qu'il a des vraies larmes et tout ça. Ça a été partagé par erreur. J'ai aussi le souvenir d'une vlogueuse française, je crois, où lors de son montage de vidéo, elle s'est pas rendue compte que son mari ou son conjoint mettait une grosse patate à son gosse derrière. En fait, le gosse, il foutait le bordel sur le canapé, il lui a mis une grosse mandale, et elle l'a pas vu au montage, et du coup, elle l'a pas coupé. Et du coup, les gens l'ont vu ça, ils se sont scandalisés, elle a fermé sa chaîne et tout. Il y a aussi des autres vlogueurs que j'avais vus qui étaient passés dans 7 à 8 il y a plusieurs années, qui s'étaient attirés les foudres de la bien-pensance de Twitter, etc. vis-à-vis de leur retour de course, comme quoi ils achetaient beaucoup de Lidl, machin, etc. Enfin bref, qui avaient décidé d'arrêter les vlogs parce que c'était trop de pression et les gens étaient trop fous à commenter les moindres faits et gestes et tout ça. Donc il y a encore un élément de plus, justement, qui a fait que je pense les chaînes YouTube de vlog famille ont été un peu... Il y a eu, comment je peux dire ça en français correct, je parle déjà pas très bien, mais ils ont été corrodés, c'est ça ? Il y a eu de la corrosion, en fait, sur cette image artisanale et parfaite des chaînes de vlog, etc., pour lesquelles les abonnés ou les spectateurs pouvaient s'identifier. Il y a eu ensuite pour moi un autre élément qui a fait que les gens se sont désintéressés de plus en plus, c'est le fait que les chaînes de vlog principales, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai pu constater. En travaillant sur YouTube, je sais qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas montrées. Moi-même, je vous montre pas tout, mais il y a aussi énormément de choses qui sont mises en scène. Et de plus en plus, les abonnés se sont rendus compte, de par les scandales, de par les discussions sur les réseaux sociaux, ces choses-là, etc., que finalement, les chaînes de vlog qui apparaissaient comme artisanales, fait maison, naturelles, etc., ne l'étaient pas forcément beaucoup. Il est extrêmement facile sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube, quand tu fais des vidéos, de montrer ce que tu as envie de montrer et de la manière dont tu as envie de le montrer. Voilà, tout simplement. Et ça fait qu'on a eu des chaînes YouTube de vlogs qui sont parues de plus en plus fake, de plus en plus fausses, où finalement, quand il y a des scandales qui éclatent, on le voit bien avec moi, hein, de toute façon, les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qui s'est passé à Séparation, machin, parce que
en image, tu peux croire beaucoup de choses, tu peux faire croire beaucoup de choses, tu peux faire croire que t'es la personne la plus heureuse du monde, que tout va bien dans ta vie, c'est l'argent, tout va bien, etc. Alors qu'en fait, en réalité, derrière, c'est une catastrophe pas possible. Et c'est pour ça que ça surprend beaucoup de gens, des fois, quand ils se rendent compte qu'un YouTuber fait une vidéo en disant, voilà, burn-out, je n'en peux plus, je ne vais pas bien dans ma vie, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et les gens, ils sont là, mais putain, on s'y attendait pas. Tout simplement parce qu'en fait, beaucoup de vlogueurs, beaucoup de familles vlogueurs ont tenu à rendre cette image en fait parfaite, cette image de bonheur absolu, etc., aux yeux de leurs abonnés, en gros, alors que derrière la réalité était tout autre. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons qui ont poussé, je pense, ces youtubeurs à faire ça. La première raison, c'est le fait que quand tu fais des vidéos sur YouTube ou du contenu sur les réseaux sociaux, tu es facilement critiquable. Alors la critique est naturelle, hein, mais on sait à quel point les haineux, les haters ou les gens qui ont que ça à foutre de leur journée peuvent s'amuser à critiquer le moindre fait et geste, le moindre gobelet posé sur une table, le moindre joint de carrelage qui a pas été nettoyé ou quoi que ce soit, ou la moindre poussière présente au sol. Voilà, ils sont les spécialistes pour ça. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui malheureusement ne supportaient pas cette critique constante, et comme ça, petit à petit, ont formalisé leur image, ont lissé leur image, lissé leur comportement, lissé leur quotidien, pour avoir le moins de critiques possible. C'est un peu, voilà, cacher la merde sous un tapis. C'est un peu le même problème. Voilà, ces youtubeurs avaient une façon de vivre, avaient des problèmes quotidiens, etc., comme tout le monde en a, mais lorsqu'ils les affichaient ou lorsque c'était affiché à leur dépens, ils s'attiraient les foudres des communautés, et du coup, ils ont préféré donner une image qui finalement ne reflétait pas du tout la réalité d'une famille. Et le problème en faisant ça, c'est que tu renvoies en fait une image pour lesquelles les gens ne s'accordent plus. Au début, les gens suivent une chaîne YouTube de famille en se disant, voilà, c'est comme moi, bah tiens, le gosse, il réagit comme moi, ou le gamin, il a fait des bêtises comme le mien, ou le mari, il est flemmard comme le mien, ou la nana, c'est une girl power, comme moi je rêverais de l'être, ou comme je l'étais. Donc ils s'identifient à ça, et finalement ils se rendent compte quelques années après que soit cette image a été totalement modifiée, cette personne n'est plus ce qu'elle était, ou alors au contraire, depuis le début, elle vous faisait croire quelque chose. Voilà. Et on se retrouve avec des vlogs, des family vlogs, qui finalement deviennent des produits de la télé-réalité, comme c'était à la télé, avec des mises en scène, avec des vacances mises en scène. On te fait croire que les vacances sont bien passées alors que ça a été horrible, ou des choses comme ça. Je fais pas de cas particulier, je parle en généralité. Je vous dis, ça fait un moment que je travaille sur YouTube. J'ai parlé quand même si je suis persona non grata, j'ai parlé avec beaucoup d'influenceurs, influenceuses ou créateurs, créatrices de vidéos. Donc je sais à quel point il y a un gros problème au niveau de l'image qu'on rend, et la volonté de ne pas avoir de critique, ou le moins possible, en cachant des choses, en mentant, en faisant croire une vie qui n'est absolument pas la vie rêvée. Moi, sans donner de nom ou quoi que ce soit, ou même j'en étais le principal témoin, mais j'ai connu des familles youtubeuses ou youtubeurs qui, devant la caméra, montraient quelque chose qui était totalement différent de ce qu'était la réalité derrière, avec des conflits massifs, avec des problèmes de couple ou des choses comme ça, tu vois. Donc il y a cette image en fait qui a été lissée et qui a enlevé un peu de ce côté artisanal que les gens appréciaient tant sur les réseaux sociaux. Il y a ensuite le problème de la publicité. Au début, 2015, 2016, 2017, c'était assez mal vu de faire des promotions, des publicités sur les vlogs, les chaînes YouTube. Dès qu'un YouTuber faisait une promo, c'était tout de suite un panneau publicitaire, etc. Ce qui était le cas pour beaucoup. Ça s'est démocratisé. On le voit maintenant depuis 2-3 ans, c'est démocratisé. Les chaînes YouTube n'ont plus honte de faire des collaborations et le montrer à outrance. Et bien, c'est bien ça le problème, c'est que ça a été fait à outrance. Voilà, les YouTubeurs ont bien compris que faire une collab avec, je sais pas quelle marque, moi, Dyson ou machin, te rapportait tout de suite beaucoup plus que faire un vlog, et il était du coup plus intéressant de faire des vlogs quand il y avait des collaborations à faire, plutôt que de faire des vlogs pour partager avec plaisir le quotidien ou quoi que ce soit. Donc on a des chaînes YouTube comme ça qui sont devenues spécialistes de la promotion et de la publicité, et qui ont commencé à dégoûter leurs abonnés par trop de collaborations, trop de publicité, trop de partenariats, parce qu'en fait on s'éloignait encore une fois du côté un peu artisanal de la famille vlog, pour tomber en fait dans le côté business, entrepreneur et tout. Alors, il n'y a aucun mal à faire du business,
Je reproche pas, de toute façon moi j'ai rien à reprocher, hein, vu que c'est pas le contenu que je regarde, donc je m'en fous un peu. Et puis même si c'était le contenu que je regarde, le contenu que je regarde est gratuit, je vois pas pourquoi j'irais prendre la tête à un youtubeur ou quoi que ce soit. Mais ces youtubeurs là ont commencé vraiment à faire beaucoup de collaborations. Les marques le savaient très bien que c'était des chaînes YouTube qui avaient le vent en poupe et que c'était une mine d'or pour eux à faire des collaborations, parce que la cible était assez jeune, hein. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui étaient suivies par des gamines qui allaient en parler à leur mère et ça allait faire acheter des produits, des choses comme ça. Et on a vu comme ça des chaînes YouTube qui sont devenues tout simplement des panneaux publicitaires progressivement avec les années qui ont suivi. Donc il y a ça aussi qui, je pense, a un peu embêté ou un peu dérangé les viewers. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en commentaire, hein. Je lis énormément les commentaires, pas que de ma chaîne YouTube, hein, aussi des autres chaînes YouTube. J'aime bien, quand je regarde une vidéo, lire les commentaires, parce que ça me permet de prendre un peu la température, de savoir si les gens pensent comme moi, etc. Et il y a eu comme ça un peu un dégoût des abonnés de se dire, ok, en quelques années, on est tombé d'une chaîne famille artisanale à une chaîne famille lycée, quasi parfaite, qui gagne énormément d'argent et qui aime le montrer. Ça, encore une fois, il n'y a aucun problème avec le fait de gagner de l'argent et de le montrer, mais ça plaît pas à tout le monde, surtout en France, qui en plus fait des partenariats à répétition, et du coup, ça perd de son naturel. Moi, je me souviens d'une collab en 2017 ou quelque chose comme ça. Un truc de banque qui avait contacté du coup Maeva pour faire une collab. Et c'était une application en fait qui regroupait tous tes comptes bancaires pour pouvoir du coup te permettre de mieux gérer ton argent. On tourne la collab, etc. Donc ça demande un petit peu de travail et tout ça. Et une fois que la collab est tournée, la marque vient pour valider la collab comme d'habitude. Ils valident la collaboration et tout ça. Et là la marque elle dit oui, mais il faudrait placer dans la phrase: cette application a vraiment changé ma vie et mon quotidien au niveau finance. Et moi, j'ai dit à la marque, parce que j'ai géré les partenariats, j'ai dit non, il y a rien de naturel là-dedans. Déjà, je vois pas comment, en un jour d'utilisation, parce qu'il fallait faire la promo très rapidement, on peut dire que ça a changé la vie. On peut dire que oui, l'application, elle est sympa, elle est bien affichée, c'est plutôt pratique et tout ça, mais on va pas placer une phrase clé, donc une phrase marketing, hein, tout simplement, alors qu'on ne le pense pas forcément ou qu'on n'en est pas convaincu. Résultat, la collaboration est tombée à l'eau, elle n'a pas été faite, je crois que c'était en plus 600 ou 700 balles, hein, c'était... Déjà, quand tu vois qu'un vlog, ça génère 100, 200 balles, tu te dis, c'est déjà beaucoup plus rentable que de faire un vlog, de faire une collab. Surtout pour des chaînes qui parfois dépassent 100, 150, 200 000 abonnés, où là, les collabs se vendent 1500 balles. La collab, la promotion en vlog, tu vois, donc t'es quand même sur des montants assez conséquents, beaucoup d'argent généré. Et j'ai été très étonné, enfin, étonné non, mais j'ai été très... je sais pas comment dire, mais j'ai été... très peu surpris, en fait, de constater que d'autres chaînes de vlog famille ont fait la promo pour cette collaboration. C'est des abonnés qui sont venus le dire, parce qu'on avait expliqué qu'on n'avait pas voulu collaborer, parce qu'ils voulaient nous obliger à dire une phrase qu'on ne pensait pas. Et les autres chaînes famille ont fait la même promo, et dedans, tu vois le discours, mais totalement faux cul hypocrite. Oui, cette application a changé ma vie et mon quotidien au niveau des finances. Alors que nous, on savait que c'était une demande de la collab de dire cette phrase. On sait que derrière, il y avait absolument rien de spontané et rien de naturel à dire cette phrase-là pour les autres youtubeurs qui ont accepté de faire la collaboration. Donc il y a cette image de youtubeur qui finalement n'est plus naturelle comme elle l'était et tout ça, et je pense que c'est ça qui a conduit à la baisse aussi, entre autres avec les autres facteurs que je vous ai dit, des vlogs famille. Maintenant, pour terminer cette vidéo, ce podcast, pardon, je vais faire le tour de 4 chaînes YouTube que j'ai retenues. C'est 4 chaînes YouTube que vous connaissez probablement et que je connaissais aussi dans le passé. Encore une fois, je les cite pas pour être désobligeant ou quoi que ce soit, c'est juste pour rendre de la réalité des vlogs famille, parce que pour moi c'était quand même un peu un pilier français des chaînes YouTube. Donc on a Ellie Rose, Journal d'une maman, Allo Maman et Baby Chou Family, qui ont 3 chaînes YouTube avec pas mal d'abonnés, et qui maintenant, on peut le constater au niveau des vues, il y a eu une chute drastique des vues à cause... À mon avis, c'est mon opinion, de tous ces facteurs que je vous ai énumérés précédemment. Je vais pas vous refaire la liste ou quoi que ce soit. Si vous avez écouté mon podcast, vous êtes maintenant au courant. On a la chaîne Ellie Rose qui totalise 146 000 abonnés, ce qui est un bon montant, donc voilà. Et qui finalement, maintenant, au niveau des vlogs, génère entre 10 000, 20 000, 25 000 vues par vidéo. Ça dépend les vidéos, ça dépend les sujets. Encore une fois, on le sait très bien qu'il y a des sujets qui sont plus putaclic que d'autres. Après, la chaîne Ellie Rose, elle ne fait plus beaucoup de vidéos. Il n'y a plus énormément de vidéos. Ce que je vois, il y a peut-être 2-3 vidéos par mois.
Est-ce qu'elles sont sponsorisées du coup par une collab et du coup ça comble le fait de ne plus faire des vlogs parce qu'il y a énormément de vlogueurs qui ont arrêté de faire des vlogs quotidiennement en remplaçant par des collaborations dans le peu de vlogs qu'ils généraient. C'est tout à leur honneur, ils ont le droit de le faire. Encore une fois, c'est pas interdit, hein, je ne juge pas ça. C'est juste pas mon principe ou ça serait pas ma façon de faire. Mais voilà, c'est comme ça que ça a été géré. Donc on voit que pour 146 000 abonnés, il y a quand même une chute drastique au niveau des vues. Le problème, je fais une petite parenthèse, c'est que sur YouTube actuellement, les gens voient encore et toujours par le nombre d'abonnés. Et je regardais une vidéo psychodélique, parce que c'est un YouTuber que je suis régulièrement, qui parlait de Régé le Gorilla, qui a parlé de son salaire sur YouTube et tout ça, hein, une polémique sur Twitter et tout ça. Et il disait, arrêtez de vous focaliser sur le nombre d'abonnés. Il y a des chaînes YouTube qui font 2 millions d'abonnés et qui finalement vont pas faire beaucoup de vues. C'est comme moi actuellement, je fais 2 vidéos par semaine, j'ai que 36 000 abonnés, quelque chose comme ça, et pourtant 38 438, pardon, et pourtant je génère quand même beaucoup de vues parce que je fais 2 vidéos par jour, parce que je publie tous les jours, sans exception, etc. Voilà. Tandis qu'une chaîne, il y a des chaînes qui ont 300, 400, 500, 600 000 abonnés, qui vont générer moins de revenus que moi, parce qu'ils vont faire 10 fois moins de vidéos, ou des vidéos moins longues, ou moins de contenu, etc. Donc il faut pas avoir par les abonnés. Maintenant, le problème, c'est que dans l'équipe média des collabs, quand on te contacte pour une collab, on te demande, oui, t'as combien d'abonnés, machin. Bon, maintenant, je trouve que les marques commencent à s'orienter un peu plus sur le nombre de vues, parce que à l'époque, il y avait des collabs qui étaient faites avec des milliers d'euros avec des chaînes YouTube qui avaient 300, 400, 500, 600 000 abonnés, qui étaient payés des fortunes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 balles la collab, et la marque derrière était pas contente du tout, parce qu'elle se rendait compte que la vidéo était absolument pas vue, parce que cette marque n'avait pas fait attention, du coup, au nombre de vues de la chaîne. Ils se sont dit, waouh, 600 000 abonnés, je vais toucher 600 000 personnes. Déjà, c'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ils se rendaient compte, après réflexion, parce que j'avais parlé avec une marque longuement de ça, elle avait payé plusieurs milliers d'abonnés, plusieurs milliers d'euros, une chaîne YouTube qui avait plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et se rendre compte que finalement, ils ont eu un très mauvais retour dessus, un retour sur investissement, parce que la chaîne, malgré ses plusieurs centaines de milliers d'abonnés, elle générait genre 5000 vues par vidéo. Et du coup, bah forcément, la rentabilité derrière, tu touches beaucoup moins de personnes que t'espérais, et il faut que les marques, vraiment, elles commencent à regarder autre chose que les abonnés. C'est, pour moi, le nombre d'abonnés, oui, reste un bon indicateur, parce que ça permet de se dire, waouh, quand tu regardes ta chaîne YouTube, j'ai réussi à fédérer 150 000 abonnés, c'est énorme, c'est génial, hein, le travail derrière, il est pas négligeable. Mais derrière, ça ne reflète pas la santé de la chaîne YouTube. Ça reflète, si tu veux, la popularité de la chaîne à un instant T, mais pas la santé de la chaîne. Et d'ailleurs, ces chaînes YouTube ne génèrent quasiment plus d'abonnés comme la mienne. On a ensuite la chaîne YouTube Journal d'une maman, 141 000 abonnés, qui génère, là, il y a une grosse baisse. Alors, il y a toujours des vlogs tous les jours. Ça vlog absolument tous les jours, quasiment, de ce que je vois. Et malgré tout, on a des vlogs qui génèrent 5000 vues, 6000 vues, 4000 vues, 9000 vues, 6000 vues, 6000, 6000, 4000. On a vraiment une très grosse chute, parce que moi, à l'époque, quand je regarde encore les statistiques de ces chaînes YouTube, en 2017, 2018, c'était des vlogs qui généraient 40, 50 000 vues par vlog, tu vois. Et là, on a vraiment une chute drastique des vues. C'est assez flagrant. Encore une fois, pour moi, c'est à cause de tous ces facteurs que je vous ai parlé avant. On a ensuite la chaîne Allo Maman, 326 000 abonnés. Je m'en souviens, à l'époque, il y avait une grosse augmentation du nombre d'abonnés suite à des vidéos avec, je crois, Studio Bubble Tea ou Swan The Voice. Je sais plus, il y avait une collab qui avait ramené pas mal d'abonnés. Et là, pour 326 000 abonnés, on a des vlogs tous les 2-3 jours à peu près. On table dans les 5 000 vues par vlog. 5 000, 7 000, 9 000 là. 6 000, 3 000, 4 000, 7 000, 8 000, 6 000, ah oui, un petit peu plus quand même, pour 326 000 abonnés. Voilà. Encore une fois, ce que je dis là, c'est pas pour décrédibiliser ces chaînes, attention, c'est juste que ça appuie forcément mon argumentaire et le sujet de la fin des vlogs famille. On a ensuite la chaîne Baby Chou Family avec 648 000 abonnés, qui est une très grosse quantité d'abonnés, qui actuellement sur les vlogs génère entre 20 et 40 000 vues par vlog, 50 000 à la limite. Encore une fois, ça dépend des sujets. On voit que quand il y a les enfants qui sont mis en avant, tout de suite, ça augmente fortement le nombre de vues. Voilà, c'est logique, hein, c'est comme ça, de toute façon, c'est YouTube. On n'a pas des vlogs, par contre, tous les jours. Hein, on n'est pas sur des vlogs quotidiens. Ça dépend, voilà, ça dépend du rythme. Par contre, apparemment, beaucoup de collabs, beaucoup de choses comme ça. Mais ça, je le savais, c'était déjà le cas avant. Hein, j'avais déjà parlé de cette chaîne YouTube vis-à-vis du nombre de collaborations. Mais après, ils font absolument ce qu'ils veulent, encore une fois. Je ne critique pas, je constate simplement. Mais voilà, on a vraiment...
On a vraiment une chute drastique du nombre de vues, presque 700 000 abonnés pour 50 000 vues, ça fait vraiment très peu. Mais voilà, c'est pas c'est ce que je fais, c'est pas une condamnation ou quoi que ce soit, c'est juste une constatation et je trouvais intéressant d'argumenter avec vous sur ce sujet des fins des vlogs famille. Moi souvent on vient casser les couilles en disant ah tu fais moins de vues, tu fais moins de vues, tu fais moins de vues. Mais oui, mais comme toutes les chaînes famille en fait. C'est pas parce que j'ai roté en vidéo qu'on fera moins de vues, c'est pas parce que je suis un mec que je ferai moins de vues, c'est pas parce qu'il y a eu le scandale de toute cette haine sur Twitter qui essaie de me faire passer pour un assassin que du coup je fais moins de vues. C'est pas pour ça que je fais moins de vues, c'est parce que c'est une tendance tout simplement. Les gens s'ennuient, les gens changent de contenu à regarder, n'ont plus forcément le temps, ça pue autant le vent en poupe, surtout que là les émissions télé ont sorti des nouvelles émissions comme Famille XXL, Famille Nombreuse, machin, etc. qui soi-disant nous fait replonger dans l'artisanat de la vie quotidienne avec vraiment une émission qui est censée pas être beaucoup scriptée, etc. J'en doute, et qui du coup focalise l'attention des gens plutôt sur un programme court d'1 heure, vlog famille nombreuse, où tu vois plusieurs familles en même temps, c'est du binge-watching, ça te permet de consommer plusieurs familles nombreuses sans devoir aller sur YouTube et se taper chaque vlog de chaque famille quotidiennement, etc. Voilà. Bref, j'espère que ce podcast assez long vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, je suis très intéressé de savoir votre avis sur tout ça, si vous avez eu l'habitude de suivre de plusieurs chaînes de vlogs, et pourquoi vous avez arrêté si vous avez arrêté, pourquoi vous avez continué certaines si vous avez continué, qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît au contraire. Je suis très très curieux de vous lire et j'aimerais vraiment que vous participez dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à très vite, salut.